La réussite économique depuis l'indépendance a fait mentir les experts. En un demi-siècle, ce rocher immergé au milieu de l'océan Indien s'est peu à peu imposé comme un modèle à suivre en matière de développement démocratique et multicommunautaire, gérant au mieux, depuis un demi-siècle, les contradictions héritées de l'histoire. Peuplé d'1,3 million d'habitants, ce confetti trône en tête du palmarès des pays africains 2018 au classement Doing Business de la Banque mondiale et occupe également la deuxième place au classement des Nations Unies selon l'indice de développement humain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Sankofa qui se dirige en ce 12 mars vers le soleil, vers l'île Maurice pour les célébrations du 51e anniversaire de son indépendance. Éphéméride africaine, pas mon papa. Située à plusieurs centaines de kilomètres de la côte est de Madagascar, l'île Maurice a connu au 19e siècle le développement classique d'une colonie de plantation, le plus gros du travail étant fourni par d'anciens esclaves déportés d'Afrique et une main-d'œuvre indienne salariée, tandis qu'une plantocratie créole franco-mauricienne se partageait l'essentiel des profits. Après la grande crise des années 30 qui l'a sévèrement touchée, dans l'île Maurice d'après 1945, l'autonomie est pour quelque temps une question tout à fait secondaire. L'enjeu principal de la lutte politique était la défense des droits des travailleurs des plantations de canne à sucre et des dockers face aux privilèges des planteurs. À cette époque, une association plus étroite avec la Grande-Bretagne paraissait comme un objectif plus séduisant. Mais l'attrait pour l'indépendance est beaucoup plus fort. Cette indépendance fut conquise en 1968 par le parti travailliste mauricien de Siossago Rangolam, le père de l'indépendance et le plus constant dans son nationalisme. Mais les dés étaient pipés. En effet, en 1965, la Grande-Bretagne avait annexé certaines îles associées jusque-là à l'île Maurice, comme aux Seychelles, pour former le territoire britannique de l'océan Indien, une nouvelle colonie maritime qui, quelques temps plus tard, accueillit une base américaine de sous-marins nucléaires à Diego Garcia. L'indépendance de l'île Maurice fut clairement donc liée à l'acceptation de cette amputation de son territoire. À l'indépendance, la société mauricienne est politiquement coupée en deux. 44% des électeurs votent contre l'indépendance au soir du 7 août 1967 et cette fracture recoupe les divisions ethniques. Les hindous et les musulmans, détenant le pouvoir politique, y sont favorables. Mais l'élite économique franco-mauricienne, elle, y est hostile. Les Britanniques veulent temporiser, mais c'est l'affaire dite des Chagos, qui oppose d'ailleurs toujours Maurice à la Grande-Bretagne devant les Nations Unies, qui a accéléré le calendrier. Siossago Rangolam, alors Premier ministre, signe un compromis historique avec les barons sucriers franco-mauriciens. Il leur promet de ne pas nationaliser, à condition de prélever une taxe de 15% sur leurs exploitations afin de financer les services sociaux. La consolidation de l'État-providence après 1968 favorise donc une indépendance inclusive. Au niveau politique, l'introduction dès 1968 du système Best Loser permet à un candidat battu lors d'une élection d'être repêché sur la base de son appartenance ethnique, assurant ainsi à toutes les communautés d'être représentées au Parlement. Ce qui n'empêche pas la mainmise des dynasties hindoues et qui explique que certains spécialistes demandent une réforme électorale pour atteindre ce mauricianisme basé sur le métissage. Pourtant, Maurice a su jouer à merveille de sa multi-ethnicité pour assurer son développement et sa diversification économique. Il est vrai que le modèle perd un peu de sa superbe aujourd'hui à mesure que sa croissance économique s'essouffle et que le chômage augmente au sein d'une population qui vieillit. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation et à la santé est gratuit et 89% des foyers sont propriétaires. Que de chemin parcouru depuis la première naissance déclarée sur l'île en 1636, celle de Simon van Destel, issue d'une union entre le fils d'un gouverneur hollandais et la fille d'une esclave indienne libérée. Mon cliché africain du jour est une citation d'un ancien ministre mauricien. Je cite « Il n'y a pas eu de miracle, juste de bonnes politiques économiques ». Elle résume cette réussite qui balaie le pessimisme affiché en 1961 par James Mead, cet économiste anglais qui estimait alors que l'absence de ressources naturelles en dehors du sucre, conjuguée à une démographie galopante et au chômage, attisant les tensions communautaires dans une société inégalitaire, condamnait la colonie britannique à l'échec. Eh bien, 50 ans plus tard, un autre prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz,
suggère aux États-Unis de s'inspirer du destin miraculeux de l'île. Et vous alors, vous suggérez ce modèle à quel pays? Je vous laisse y penser, à vos clichés à vous, à notre Afrique à tous et à demain pour d'autres aventures africaines. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute.